En direct live. Donc merci aux Happy Few qui sont là ce soir. On avait prévu du champagne, mais malheureusement, voilà. Alors l'objectif c'est de vous présenter ce soir sur 45 minutes la métrologie, levier de l'industrie 4.0, avec donc moi-même du CFM, Collège français de métrologie, Lauriane Telon qui est également qui travaille avec moi sur la partie plus technique, Christophe Boubet de Bimex et Laurent de Stellantis qui est juste derrière nous. Donc je vais commencer moi par vous présenter le CFM, si vous ne le connaissez pas encore. Je passerai la main à Lauriane et puis on fera dans l'ordre pour terminer à 17h45. Donc le CFM, Collège français de métrologie. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Donc on est une association, on a été créé en 2002, donc ça fait exactement 20 ans cette année qu'on existe. Et on a été créé avec le soutien du ministère chargé de l'industrie, du LNE, du CETIAT et de Stellantis. Donc c'est un organisme qui existe en Europe et qui est unique en Europe, ça n'existe pas ailleurs. Donc le CFM, on est 6 aujourd'hui, donc Jérôme Lopez qui est le directeur du CFM, Lauriane Telon qui est donc la chargée de mission technique, pardon, moi-même responsable du développement commercial, Théo qui s'occupe de toute la partie événementielle à l'international, Maëlys qui est assistante ADV, et on a recruté Sana qui est alternante sur la partie commerciale et événementielle depuis très peu. Donc c'est quoi le CFM? C'est avant tout un réseau. L'objectif c'est qu'à travers nos 715 adhérents et à peu près 450 entreprises, qu'on puisse partager les bonnes pratiques dans le monde industriel et plus spécifiquement sur la partie mesure et métrologie. Donc nos 715 adhérents, vous en voyez une partie ici, le conseil d'administration puisqu'on est une association, vous les voyez sur votre droite, et on a environ 30 000 contacts sur le réseau. Donc c'est un lieu d'échange, je vous le disais, sur le partage des bonnes pratiques dans le monde industriel entre les utilisateurs et les offreurs de solutions. Donc on s'occupe de toucher vraiment tous les secteurs d'activité dans le monde industriel, donc en passant par mécanique, énergie, santé, vraiment tous les secteurs d'activité. Et on va toucher également tout type d'entreprise, de la très petite entreprise au grand groupe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc l'idée c'est d'échanger les bonnes pratiques à travers un certain nombre de ressources. Donc on organise des événements qui sont des journées techniques. Donc on en organise entre 8 et 10 par année. Lauriane ici présente, c'est elle qui gère toute l'organisation et le programme de nos journées techniques, toujours autour de la métrologie bien évidemment. On organise le congrès international de métrologie qui est l'événement phare chez nous. Donc c'est un grand congrès scientifique qui a lieu tous les 2 ans depuis 40 ans en 2023, ça sera la 40e année. Ça a lieu à Lyon, en partenariat avec Global Industries. Et donc nous, on va être sur la partie mesure, contrôle, vision, instrumentation, avec une partie donc et congrès, conférences, table ronde sur des sujets autour de la métrologie et de l'industrie 4.0 par exemple, et une partie aussi exhibition, exposition. Gas Analysis, alors on a fait la première édition, donc là plus axée sur tout ce qui est énergie. La première édition cette année en 2022, ça sera fait tous les 2 ans, donc la prochaine édition sera 2024. Et enfin les journées de la mesure sur lesquelles on est présent à travers et des ateliers et des tutoriels.
sur Mesure Solutions Expo, donc qui est aussi un salon autour de la mesure. Et on est co-organisateur sur cette partie-là. Donc là aussi, 2024 pour la prochaine édition. Ça, ce sont les événements. On édite également un certain nombre vous en avez peut-être récupéré sur les chaises, de documents et de publications, donc des guides techniques qui sont faits avec l'AFNOR. On va en sortir un en 2023. Tu en diras peut-être 2 mots tout à l'heure. Donc c'est Lauriane qui va coordonner tout ça également. Donc des petits guides comme ceux que vous avez là. Et l'annuaire professionnel de la mesure et de la métrologie qu'on édite tous les ans à partir de 2023 et qui était édité tous les 2 ans précédemment. On a également créé un label, le label des bonnes pratiques en métrologie qui existe depuis 3 ans à peu près. Et on a également des groupes de travail, donc si ça vous intéresse de lancer des sujets sur la métrologie, évidemment, voilà, vous pouvez nous contacter et ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Donc les avantages, alors effectivement, travailler avec comment dire, le CFM, c'est une association, donc on a des adhérents, 715 adhérents en 2022. Quels sont les avantages pour les adhérents? C'est d'optimiser vos processus de mesure, vous en tant qu'entreprise, rencontrer les bonnes personnes, trouver des solutions et faire progresser vos équipes à travers les journées techniques, par exemple, qui sont pas de la formation, mais qui sont plus de l'information. Et j'en ai fini pour la présentation du CFM et je passe la main à Lauriane Telon. Merci. Donc bonjour à tous, merci Christophe. On va donc rentrer un peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc pour pouvoir parler de métrologie à l'ère du 4.0, on voulait aussi vous rappeler ce qu'est la métrologie. Donc la science de la mesure, j'ai mis quelques étapes clés qu'on considère clés en tout cas au CFM. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Mais bon, pour faire de la métrologie, donc il faut bien définir son besoin métrologique, donc notamment ses spécifications. Il faut également savoir choisir ses instruments de mesure qui soient adaptés à son besoin évidemment. Quand on parle de métrologie, on parle beaucoup de traçabilité métrologique, qui est un élément très important, donc qui fait notamment intervenir la notion d'étalonnage, de vérification, de raccordement au SI. Il faut également considérer les incertitudes de mesure qui sont souvent un petit peu négligées. Mais qui demandent un vrai investissement pour pouvoir les exploiter. Et aussi dans ce cadre-là de processus de mesure, il faut savoir identifier et maîtriser les facteurs d'influence. Pouvoir aussi optimiser son processus, notamment en améliorant sa périodicité d'étalonnage, en mettant en place des nouvelles méthodes. Et il y a toute une partie management dans laquelle il y a la notion de gestion de la donnée de mesure. Christophe vous en dira un peu plus que moi là-dessus. Donc pour parler aussi de métrologie à l'ère du 4.0, il faut savoir ce qu'est l'industrie 4.0. A priori, on est au bon endroit ou dans le bon salon pour en parler aujourd'hui. Mais l'industrie 4.0 pour la métrologie, donc ça implique d'utiliser des instruments connectés assez souvent, de faire aussi avec des nouvelles méthodes de fabrication et de mesure, donc par exemple la fabrication additive. D'utiliser des logiciels de gestion ou d'aide à la prise de décision qui font parfois référence ou qui utilisent de l'intelligence artificielle. Donc ça génère tout un nombre d'enjeux qu'il faut pouvoir maîtriser. Bon après voilà, il y a plein d'autres notions qui interviennent dans l'industrie 4.0, donc l'utilisation de visualisation 3D, l'exploitation de la métadonnée, donc pour pouvoir caractériser des informations structurelles, administratives, enfin plein d'informations, et il faut aussi intégrer de l'apprentissage machine. Donc ce qu'on vous proposait aujourd'hui, c'est juste d'identifier certains enjeux propres à des points de l'industrie 4.0. Donc notamment quand on parle d'instruments de mesure connectés en métrologie, donc il faut être capable d'assurer leur traçabilité et leur conformité et d'assurer aussi leur surveillance. Donc quand on voit des capteurs qui sont embarqués sur des bateaux par exemple qui sont sur batterie, qui doivent faire des mesures pendant plusieurs mois, il faut arriver à assurer leur traçabilité, leur conformité et leur surveillance.
performance. Donc pour ça, il y a des méthodes qui sont développées. Donc notamment, il y a la PTB qui travaille sur des calculs de facteurs de correction en temps réel qui permettent d'assurer des surveillances aussi de certaines technologies. Dans les instruments de mesure connectés, il faut aussi être capable de s'affranchir des perturbations environnementales et aussi d'être capable, notamment quand on utilise les capteurs en multicapteurs, de s'affranchir des interférences entre les capteurs. Donc là, pareil, il y a des développements en cours sur des logiciels de gestion, d'instrumentation et d'optimisation. Et c'est important aussi de limiter les surcoûts par une surqualité, donc en fait de bien définir son besoin métrologique et d'adapter son instrument de mesure à son besoin. Je regarde juste le timing. Pour le stockage et la transmission des données, donc on revient sur les mêmes enjeux. Donc en métrologie, il faut être capable d'assurer la traçabilité métrologique numérique. Donc notamment, on parle beaucoup des certificats d'étalonnage digitaux. Donc là encore, Christophe en dira plus que moi. Mais donc il faut être bien conscient que digitaliser, c'est pas la même chose que numériser. Donc numériser un simple document qui est papier pour en faire un document numérique, mais qui n'est pas exploitable, ce n'est pas digitalisé. Donc il faut vraiment être capable de créer des documents qui sont exploitables et pour lesquels on peut faire une vraie traçabilité. Il faut aussi garantir la sécurité, la fiabilité et l'intégrité des données. Donc ça passe par des logiciels de gestion, de cybersécurité, des logiciels de partage. Et il ne faut pas oublier de pouvoir diffuser la donnée à tous les acteurs qui sont concernés, qui puissent avoir l'information quand ils en ont besoin. Pour la partie analyse des données de mesure, donc il y a plein d'enjeux aussi qui se retrouvent sur l'aspect métrologie pour l'industrie 4.0, notamment avec les notions d'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est difficile de pouvoir caractériser vraiment une intelligence artificielle ou des softs qui utilisent de l'apprentissage machine. Donc un soft qui évolue, comment est-ce qu'on l'étalonne ou comment est-ce qu'on l'utilise pour faire de l'étalonnage. Donc il y a énormément d'enjeux autour de ces problématiques-là. Donc il y a pas mal de monde qui travaille, différents laboratoires nationaux, qui travaillent sur ces problématiques-là pour pouvoir normaliser des pratiques et puis intégrer aussi un certain nombre de données normatives dans ces nouveaux softwares. Donc il y a un vrai besoin d'harmonisation pour que les gens puissent se comprendre entre eux et qu'on utilise tous les mêmes méthodes. Et enfin, donc dans ce monde de l'industrie 4.0, il ne faut pas oublier la place du métrologue. Donc il faut que les métrologues d'aujourd'hui soient en capacité d'utiliser ces nouveaux outils, ces nouveaux instruments. Donc il faut aussi qu'ils soient sensibilisés à ces enjeux-là. Donc il y a des vrais besoins en formation continue, mais aussi d'intégrer ces nouvelles notions dans les formations des nouveaux et des futurs métrologues. On voulait juste finir sur le fait qu'au prochain congrès, on a différentes sessions qui vont traiter de ces sujets-là. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous demander ou à aller voir le site. Je vous remercie et je vais passer la parole à Christophe pour sa présentation. Merci Lauriane. Merci Lauriane, merci le CFM. Rapidement, donc on a un petit quart d'heure devant nous, timing un peu compliqué pour moi, je l'avoue, mais on va essayer de traiter ce sujet et sinon de toute façon vous aurez mes coordonnées et on pourra en reparler aussi. Rapidement, pourquoi je suis là aussi, hein, le CFM, eux sont crédibles, on sait pourquoi. Donc personnellement, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le monde de la métrologie et métrologie industrielle. Je fais partie aussi du groupe AFNOR et du groupe pour l'ISO 10012, la revue, si certains d'entre vous connaissent, et aussi du groupe Datalogy. Pour Bimex, on propose des solutions de métrologie industrielle depuis bientôt 50 ans et on accompagne nos clients justement dans leurs défis et réalisations de leur vérification. Mais je vais passer rapidement là-dessus, je ne suis pas venu pour parler de moi, mais commencer par un propos provocateur, c'est que vos données sont fausses. Aujourd'hui, on sait qu'on prend tous des décisions basées sur les données, on a tous des indicateurs à foison,
Donc la métrologie est là aussi pour garantir le fait que la donnée soit bonne et que vous-même vous soyez confiant dans vos données, donc vos prises de décision, pour limiter l'erreur et l'incertitude basée sur vos prises de décision. D'où l'importance de la métrologie et le fait aussi que la métrologie soit vraiment transverse à tous les métiers et soit impliquée à tous les niveaux. Donc, on va voir ensemble comment gérer les données et que faire de toutes ces données. Aujourd'hui, comme Lauriane l'a dit, il y a beaucoup d'IoT, IIoT. On fait des mesures pour mesurer d'autres mesures qui sont elles-mêmes fausses, dans lesquelles il y a plein de critères à prendre en compte pour s'assurer de leur véracité, comme on l'a dit avant. Donc, ne pas avoir de données, c'est un problème. Le big data, c'est plus des challenges. Donc, comment aujourd'hui faire face à cela dans l'industrie 4.0 ? Donc, quelles sont les données aujourd'hui en métrologie ? Généralement, on se retrouve avec un constat de vérification, un certificat d'étalonnage fait par notre service, nos instrumentistes, un laboratoire. Mais ce n'est pas uniquement un constat de vérification et une donnée numérisée, comme l'a dit Lauriane. Il faut aussi que ces données soient exploitables. Et qu'est-ce qu'on va trouver donc dans ces données une fois qu'on les aura bien mis dans les bonnes cases ? La partie données informatives, là je les ai classifiées en trois types de données. La partie informative, je dirais le côté légal, ce que vous demandent vos auditeurs en fait. Ce pourquoi aussi vous-même vous le faites et vous pouvez généralement considérer que la métrologie est un centre de coût et n'est pas forcément productive. La partie données de performance, donc on parle beaucoup d'indicateurs, de KPI. Nous, chez Bimex, on aime bien parler de CPI, de Calibration Performance Indicator. Vraiment le côté pour aujourd'hui mieux comprendre le comportement de ces instruments et pouvoir faire les bons choix, recouper, regarder dans leur environnement comment ils se comportent et pouvoir faire des analyses pour également passer sur de l'amélioration continue. On a beaucoup parlé, et en métrologie, on parle beaucoup d'optimisation de périodicité. Encore une fois, ça prouve bien que la métrologie est un centre de coût. On cherche tous aujourd'hui, je pense, à être productifs là-dedans. Et donc là, c'est vraiment la donnée métrologique. Donc on peut voir ce qu'on peut faire entre données métrologiques, en consanguinité, on va dire. Mais après, comment est-ce qu'on peut aussi élargir le scope de ces données pour vraiment exploiter la plus-value et tout le potentiel de la donnée métro. Donc généralement, ce que veulent les industriels, parce que moi personnellement, c'est plus le monde de la métrologie industrielle que je touche et que je connais, l'optimisation. Vraiment, encore une fois, la métrologie, centre de coût, on doit le faire. Nous, notre objectif, c'est aussi de dire, n'étalonnez pas pour vos auditeurs, étalonnez pour vous et sachez pourquoi vous le faites. Justement pour justifier de votre métrologie et que ce ne soit pas uniquement un centre de coût. Donc pouvoir optimiser, faire vraiment le minimum, on va dire, pour vos auditeurs, mais le maximum pour vous, ce qui va vous aider à améliorer et à optimiser votre process, votre production et au final être plus rentable. Donc concrètement, il y a pas mal de petits points que tu as abordés. Donc les objectifs de performance, j'en ai parlé, s'assurer que le process fonctionne bien. C'est vraiment aussi aujourd'hui ce que tous les industriels veulent faire, s'assurer que la machine de production soit lancée, soit opérationnelle et produise à la bonne qualité. Uniformiser l'archivage des données, ça c'est quand même un gros point aussi. Si on veut traiter la donnée, il y a une vraie problématique dans les gestions des moyens de mesure, c'est de pouvoir mettre les données dans la bonne case pour pouvoir ensuite les exploiter. Donc non seulement qu'elles aillent dans les bonnes cases, mais aussi après avoir de l'historique. Gérer la criticité de ces instruments. On a toute une batterie d'instruments critiques, encore une fois, aussi pour les auditeurs, pour assurer aussi la sécurité et la qualité du produit fini et la sécurité des installations et quand même des salariés qui sont là. La réduction du temps d'arrêt, encore une fois, dans un souci de rentabilité. Donc là, on va
on peut parler d'optimisation des périodicités, le fait d'avoir un système aujourd'hui 4.0 qui soit digitalisé, qui rende la donnée accessible tout de suite, dès lors que l'intervention soit réalisée, pour pouvoir relancer au plus vite la prod. Limiter les interventions humaines dans cette partie 4.0, instruments connectés. L'idée est aussi de remonter toutes les informations. On voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de ressaisies dans plusieurs systèmes, des media breaks, donc des potentielles aussi erreurs de saisie manuelle. Généralement, on parle, et ça c'est le retour client, de 1% d'erreurs en saisie manuelle. Voilà, si vous prenez un constat de vérification basique avec une vingtaine de données, c'est ce qu'on retrouve, ça veut dire qu'un constat sur 5 comporte une erreur. Donc c'est quand même assez énorme en termes de risque et de fiabilité. Avoir une qualité constante, garantir quand même des process qui soient suffisamment robustes pour garantir quand même qu'on ait toujours la même qualité de mesure. Sécuriser l'accès aux données, préparer les audits, forcément dans le 4.0 on parle beaucoup de cybersécurité. Et le côté simplification des procédures, la métrologie c'est transverse, il y a quand même pas énormément ou peu de sociétés qui ont vraiment des postes de métrologue à proprement parler. Les postes de métrologue qui, eux, peuvent traiter la donnée, peuvent la comprendre et autres, mais aujourd'hui, il y a quand même un gros souci aussi de réalisation et de collecte de la donnée, et donc apporter des outils qui soient simples et ouverts à des non-spécialistes. On demande aujourd'hui à des services de maintenance d'être bons en électricité, automatisme, instrumentation, métrologie. Donc c'est aussi ça aujourd'hui qu'on apporte avec les solutions 4.0. Un cas d'application... en cas d'application, donc comment on utilise la donnée. Là, on va dire c'est la vision qu'on a aujourd'hui. Ça reste très ouvert. Ça va finir par un point d'interrogation. J'attendrai peut-être vos suggestions, qu'on sache comment aussi amener la chose plus concrètement auprès de l'AFNOR et autres. Mais faire des analyses d'impact, on voit bien le problème de ne pas avoir de données ou de données suffisantes. Quand on se retrouve avec un problème sur un instrument, comment on analyse l'impact qualité qu'il y a pu avoir. Quand on se retrouve avec un matériel qui revient du laboratoire, qui est non conforme, comment est-ce qu'on arrive à regarder toute cette partie-là, dont l'importance de la donnée, pour pouvoir aussi faire ces analyses d'impact. Également avoir une supervision en temps réel, vraiment comprendre le comportement actuel des instruments, l'environnement, quel impact ça peut avoir sur les dérives. Donc on va aussi avoir beaucoup... d'amélioration continue. Je vais le mentionner après, mais c'est vrai que sur la supervision temps réel, on peut parler de machine learning, d'intelligence artificielle, hein, tu l'as évoqué, et c'est aussi toute cette partie-là qu'on tend à essayer de comprendre peut-être et à mettre des algorithmes derrière, chose qui n'existe pas encore aujourd'hui forcément pour les données métrologiques, et partir sur une maintenance prédictive. Je pense que c'est pendant longtemps on a opposé le curatif et le préventif. Aujourd'hui on veut tous faire justement du prédictif, donc aller là où on souhaite aller, et donc pour ça il faut de la donnée, il faut pouvoir la traiter et avoir une partie d'intelligence artificielle et sortir, on va dire, du carcan métrologie, données métrologiques seul, pouvoir libérer la donnée pour la recouper avec des données qualité, des données production, d'automates, de maintenance. Et d'autres cas d'application à venir, si vous-même vous en avez, on est intéressé pour les entendre. J'ai pris un cas chez un client, donc, qui est le cycle combiné gaz de Bouchain, centrale EDF. Voilà, eux, leur problème, c'était vraiment... Donc là, on reste dans le carcan pure métrologie. L'idée, c'est aussi d'ouvrir derrière sur comment exploiter la donnée. Mais eux, leur problématique, c'était justement... Ils devaient faire beaucoup de vérifications sur une courte période, avec beaucoup de papier, beaucoup d'erreurs humaines et surtout de la sous-traitance et un système qui était fermé, en fait, à la sous-traitance. Donc, généralement, c'est ce qu'on voit. Les sociétés de services viennent... elles savent plus ou moins utiliser les outils du client, ou alors elles donnent juste un bout de papier à la fin et on se débrouille avec ça, on l'archive, on fait ce qu'on peut, ça reste assez compliqué. Donc forcément
préparation qui était fastidieuse, pas d'uniformisation, on en a parlé tout à l'heure, et impossibilité aussi de comparer les prestataires. On a apporté une solution, je vous passe les détails de ce qu'on fait, mais à la fin, les bénéfices, on voit quasi une diminution du temps d'arrêt par 2, maîtrise et connaissance des coûts de maintenance et de la métrologie. On se dit souvent que la métrologie est un centre de coûts, parce qu'on voit le coût à l'instant T et aussi les ressources, mais c'est difficile d'estimer vraiment le coût global de la maintenance ou de la calibration en général. Là, ça permet de le faire. Et aussi analyse de la performance des sous-traitants. Chez ce client, en l'occurrence, il y a eu 3 sous-traitants différents. Donc voilà, je disais collecte de la donnée, ils l'ont fait pendant la 7-8 ans qu'ils utilisent la solution. On a pu analyser ça et voir aussi comment les sous-traitants performaient et ramenaient les données. Donc ça permet aussi, encore une fois, de pouvoir faire des analyses et sélectionner les bons partenaires, par exemple. Et je pense que je suis bon. J'ai mis question, mais on y reviendra à la fin. Je pense que c'est après tout ça. Merci à vous. Et je passe la parole à Laurent. Merci. Merci. Ouais. Ça va être con. Ouais. Ouais, si tu veux. Attends. Ah. Super, merci. Alors, moi, je suis le local de l'étape. Hein. Il en faut un. Effectivement, je travaille pour Stellantis avec un beau stand à côté avec des véhicules. Donc, nous sommes des fabricants automobiles. Alors, on m'a demandé de parler un petit peu de notre pratique industrielle de la mesure et d'illustrer sur quelques cas. Alors, en gros, on voit que je vais le présenter sous 4 parties. 1, la mesure industrielle, en gros, ce que c'est. On en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Comment la mesure se place dans un lancement de nouveaux produits? Comment on lance une nouvelle mesure? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi cette bête-là? L'optimisation, on en a parlé. Mais là, je vais en parler du côté client. C'est-à-dire, moi, je cherche à dépenser moins de sous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va inventer là-dedans? Et après, effectivement, la conclusion. Et je remarque qu'on a un vrai consensus sur la conclusion. Alors, la mesure industrielle, qu'est-ce que c'est au juste aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? On mesure tout. En fait, tout ce qu'on ne mesure pas, c'est soit de la légende, soit un concept qui est flottant. Il n'y a plus aucune industrie qui fonctionne sans mesurer. On mesure quoi? Toutes les grandeurs physiques disponibles. On mesure aussi bien du mètre que des masses, des radiations. On utilise tout. Pourquoi on mesure? On en a parlé. Hein. Essentiellement, on voit de la qualité. La jolie qualité qui coûte des sous et qui ne font pas. Mais que le client nous impose. Que le client nous impose ou que les autorités de tutelle nous imposent aussi. Pour pouvoir commercialiser, par exemple, les véhicules. Donc on a des conformités à donner. Il y a une deuxième notion qui est la sécurité. Il ne s'agit pas quand on prend une voiture que la voiture elle commence à tomber en morceaux. C'est pas résister au crash test, ça peut être intéressant aussi. Et récemment, depuis une bonne décennie, on a toutes les contraintes environnementales qui sont arrivées. Alors, on parle beaucoup du CO2, mais les pollutions sont arrivées et maintenant on nous impose, en tant qu'industriels, de mesurer et de contrôler et de garantir énormément d'éléments liés aux contraintes environnementales. Ce sont des contraintes réglementaires. On pourrait venir et nous arrêter l'exploitation d'un centre industriel parce qu'on est considéré comme dangereux. L'Adréal pourrait faire ça ou une préfecture. On nous demande de montrer les suivis. C'est une véritable nécessité économique.
On sait aussi qu'on doit pouvoir démontrer, soit par des indicateurs, soit par des relevés, qu'on est en train d'essayer de gagner ou de travailler sur quelque chose. Et ça, encore une fois, c'est de la mesure. Parce que tout ce qui n'est pas mesuré, c'est au mieux de la légende. Comment on mesure? Le plus simple, c'est de mesurer directement. Alors on imagine tous le pied à coulisses, ça reste quand même une grande réalité et ça marche bien. On peut aussi mesurer de manière indirecte. De plus en plus, on a de mesures sans contact, avec des lasers, avec des rayonnements, avec des caméras, avec énormément de choses. Et beaucoup de nouveaux paramètres se développent et de nouvelles technologies se développent. Sur un moyen dédié ou alors sur quelque chose de polyvalent. C'est pas la même chose, ça va pas être géré de la même manière et ça va être, notamment quand c'est polyvalent, plus difficile à pouvoir démontrer qu'il est toujours bon et adapté. Il est de plus en plus numérique. Les gens ont de plus en plus de mal à lire des verniers. Des systèmes à aiguilles, à part les anciens, on n'en trouve plus. Tout le monde veut voir des digits. Personne ne comprend ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave. On veut voir des virgules avec plein de chiffres derrière la virgule. Qui c'est qui mesure? Et là, c'est la vraie nouveauté. Avec tout ce qui est 4.0 et tout, il y a tout le monde qui mesure. Et des fois, c'est même pas des humains, puisque c'est les machines qui mesurent. Elles s'auto-mesurent. Elles savent pas ce qu'elles mesurent, mais c'est pas grave. Elles y vont. Alors, pour que ça se passe bien, qu'est-ce qu'il faut? Quand on lance un processus de mesure, en fait, on part toujours d'un constat, on a un besoin. Chaque fois qu'on ne se pose pas la question de c'est quoi mon besoin, en fait, la mesure pour la mesure, ça sert à rien. Donc, on cherche à définir, à combler un besoin. Et ensuite, on va aller de l'expression du fantasme du besoin jusqu'à la mise en service d'une installation qui est capable de nous faire ces relevés. Alors, moi, je travaille dans une petite unité qui fait une forge, il y a une fonderie, il y a un outillage qui fournit en interne et en externe des pièces qui sont usinées, qui permettent d'assembler des véhicules qui sont assemblés à Mulhouse et un peu partout dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On a sur le produit un certain nombre de contraintes qui nous sont données. C'est le concepteur qui nous dit, il faut que ça tienne comme ça, il faut que ça résiste, il faut que ce soit épais comme ça, il faut qu'on arrive à le monter, il faut même que ça rentre dans une voiture. Et il faut même que la voiture, quand on met la clé dedans, puisse démarrer. Ça peut être utile. On a des contraintes réglementaires. On en a une série d'instructions réglementaires qui portent sur plein de choses. Par exemple, quand on a un réservoir à carburant, il ne doit pas exploser. Donc ça doit être testé. Donc des mesures qui sont associées à ça. Les contraintes de sécurité, à la fois pour nos opérateurs, à tous ceux qui travaillent dessus, plus le client final, plus aussi les clients qui sont intermédiaires, qui permettent de faire, qui augmentent la chaîne de valeur. Le processus de fabrication. Quand on a le produit qui a été défini, qu'on dit on veut qu'il soit exactement comme ça, on va réfléchir à comment on va le fabriquer. Et là, par contre, il va y avoir un impact direct du moyen de fabrication sur le produit lui-même. Forcément, l'un est issu de l'autre. Ce qui veut dire qu'on va se mettre à suivre d'autres éléments. Ce sont des facteurs qui ne demandent pas forcément le même niveau de précision, souvent bien plus important d'ailleurs, et qui permet de le faire. Alors on fait de la mesure. Et on va se poser la question, est-ce qu'on va mesurer le résultat du processus sur le produit ou on va suivre le processus par des relevés qui sont internes? Il faut absolument qu'on se pose ces questions-là. On va éviter les redondances. Si l'un est directement de l'autre, on va choisir celui qui est le plus pertinent, le plus efficace pour réduire le nombre de rebuts et de défauts. La mise en service. La mise en service demande toujours des contrôles de pièces. Mais qu'est-ce qu'on contrôle? Comment on le contrôle? Avec quoi on va le contrôler? Il y a une notion qui est extrêmement difficile à appréhender pour des gens qui ne sont pas
immergé dans la métrologie, c'est la notion de capacité. C'est d'ailleurs une des clés. Les auditeurs adorent ce sujet, puisque forcément, c'est le point difficile. La capacité, c'est de savoir si on est capable, le processus est capable de rendre le service qui est attendu. En gros, on a mis beaucoup d'argent pour arriver à faire quelque chose, mais est-ce qu'au moins c'est efficace, voire efficient? Voilà. Et ensuite, on a effectivement la mise en gestion des moyens de contrôle, de mesure et d'essai. Très souvent, en phase lancement, on met énormément d'éléments en place pour pouvoir arriver à faire le suivre ou pour contrôler les pièces, mais après, il va bien falloir commencer à les gérer. Il va falloir les raccorder. On a acheté une superbe installation, et après, on fait comment pour la faire vivre? Et la garantir. Et la suivre telle que nous le demandent les normes ISO. Et on arrive dans ce que tu nous as dit exactement, on arrive sur la phase optimisation. Donc en fait, une fois qu'on a démarré, on est content, on arrive à faire, on a les pièces qui sortent, et on arrive à la gestion du quotidien. Alors, l'optimisation, on a quelques sources d'optimisation qu'on utilise. Alors, la première des choses, c'est de savoir, pour la mesure, prendre une décision. C'est toujours du make or buy. Est-ce qu'on achète une prestation qu'on va sous-traiter à quelqu'un, en interne, en externe, ou alors on fait directement la mesure qui reste dedans? On peut toujours sous-traiter les opérations, des opérations de vérification, des opérations de mesure. On peut tout imaginer. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la responsabilité de la mesure, du suivi, reste toujours à celle de l'industriel. C'est pas parce que on ne peut pas se défausser de notre responsabilité par une sous-traitance. C'est important. La réduction et de l'harmonisation des pratiques. Il y a toujours un élément qui est intéressant, c'est d'arriver à ne pas réinventer la Lune à chaque fois. Chaque fois qu'on met un nouveau process, notamment quand on achète une nouvelle installation, il y a un fournisseur qui vient et il nous dit « Ah ouais, mais moi je fais comme ça. Et ça c'est le mieux. Il n'y a personne qui est capable de faire mieux que moi. Regardez, ma machine, ça marche comme ça, il faut contrôler. » Ouais, c'est bien. Et, il parle bien. Mais il va falloir pouvoir intercomparer. Et puis si j'ai une nouvelle machine qui vient, parce qu'il y en a une qui est tombée en panne, qui va arriver, il va falloir que je les raccorde. Il faut que les valeurs qui sortent soient en cohérence les unes des autres. Et là, c'est là que les drames arrivent. Les coûts de sous-traitants, alors, les techniques les plus efficientes, oui, on a une recherche permanente de réduire les coûts de mesure. De la même manière qu'on cherche à optimiser les process, on va chercher à optimiser les mesures qui sont liées au process. C'est réellement le bon chemin. Il faut faire un choix entre l'étalonnage et la vérification. Alors ça, c'est une des grosses difficultés pour les non-métrologues, notamment quand on arrive sur les audits. Ils sont super contents de donner à l'auditeur le certificat papier qui va bien, qu'on a trouvé au fin fond d'une boîte d'un moyen de contrôle. On le sort, on dit voilà, ça c'est mon certificat d'étalonnage. D'accord. Et vous en faites quoi? Rien. Parce qu'en fait, on ne sait pas l'utiliser. Très souvent, les gens ont plus besoin de constats de vérif, dire que c'est bon ou pas. Mais bon, pourquoi? Personne ne sait. Mais il y a écrit c'est bon. Alors tout le monde est content. Mais c'est du vécu. Ça infère énormément sur les coûts de sous-traitance. Parce qu'on finit par se poser de questions. Alors, ce qu'on appelle les EMT, les étendues des moyens de mesure, c'est de savoir, on veut mesurer quoi avec ce qu'on vient d'acheter. Est-ce que j'ai besoin, pour mesurer la température, 1/10 de degré, 1/100 de degré, 1/1000 de degré? Est-ce que c'est des degrés? Est-ce que c'est des Kelvin? Est-ce que c'est à plus ou moins
50 degrés, ça peut aller. Est-ce que c'est juste un moyen de contrôle pour vérifier si l'outil il est chaud ou il est froid? Pour pas se brûler. Ben, il faut se poser ces questions-là. En termes de contraintes de vérification, c'est pas du tout les mêmes. Ça sert aussi à suivre la fiabilité des installations. Et là, je retrouve vraiment ce que Christophe a dit, c'est qu'à un moment, on coince. Ce que nous demandent les auditeurs, notamment à travers les capacités, c'est de démontrer que les moyens, ils sont soit tellement usés, tellement foutus qu'on ne peut plus les utiliser, soit qu'ils sont toujours aussi performants. La capacité, son essence, c'est de montrer ça. Et notamment avec la MSA4 qui a été intégrée dans les normes ISO, eh ben, forcément, on commence à chercher beaucoup de répétabilité. Voir si la machine, elle dit toujours la même chose. Si elle n'est pas en train de nous, comment tu dis, mentir dire des bêtises. Voilà, en fait, qui font des fausses mesures. On a quand même quelques éléments qui peuvent nous aider. Alors, nous, on a développé des outils qui sont basés sur la théorie de l'AMDEC. Alors, je pense que vous connaissez l'analyse des modes de défaillance et de leur criticité. On utilise ces éléments-là pour commencer à estimer les périodicités, pour comprendre quelle est la notion qui avait été évoquée juste avant, de savoir du risque que la défaillance du moyen de mesure va faire prendre pour le produit, process, environnement et sécurité. Et naturellement, oui. L'optimisation des contrôles au juste nécessaire. Il faut savoir ce qu'on a besoin de mesurer, comment on a à le mesurer, ce qu'on est obligé de donner, et ce qui nous permet de garantir le niveau de satisfaction du client. En conclusion, 30 secondes de retard. C'est quoi aujourd'hui la mesure? C'est un processus à part entière qui doit absolument sortir uniquement de son précaré qui est la qualité. Maintenant, la partie mesure, elle doit absolument être intégrée et elle est intégrée au processus de fabrication. De plus en plus de maintenanciers sont en fait des métrologues sans le savoir. Pourquoi on mesure? On veut garder un outil productif performant et garantir l'efficience globale de la production. Comment on mesure? En fait, toujours, c'est des moyens de plus en plus proches de l'outil de production, souvent intégrés directement dedans. On a de plus en plus de robots de mesure ou de caméras qui contrôlent dans la ligne d'usinage ou du process qui est fait. Se pose la question de comment on fait pour le raccorder métrologiquement, puisque c'est qu'un contrôle visuel, et des fois qui fait même des mesures. Ça peut devenir assez vite scabreux. Et qui mesure? Alors, tout le monde. Tout le monde mesure. Et de plus en plus, avec toutes les nouvelles IHM qui sont en train d'arriver, interface homme-machine, avec la numérisation des données, plein de personnes voient beaucoup de choses. Et en fait, le nœud du problème, c'est qui interprète. Et en fait, là, on devient c'est beaucoup plus limité ce qui s'y passe. Je parlais de la capacité, de la notion de capacité qui est compliquée, mais en fait, elle se résume à une notion, c'est l'incertitude de mesure. Et en fait, les métrologues, eux, ont la culture du doute de l'incertitude de mesure. Et en fait, il y a plein de gens qui traitent plein de données, notamment parce que sur un ordinateur, il y a une valeur qui arrive et qui dit c'est 2,3. Mais 2,3 en métrologie, c'est pas 2,30. C'est pas 2. Il y a des règles d'arrondi. Il y a des incréments qui sont dedans. C'est pas les mêmes significations. Avoir plein de chiffres derrière la virgule est pas forcément intéressant et même carrément dangereux. J'ai eu des cas où des gens changeaient d'échelle de mesure juste pour avoir plus de décimales dans leur moyen de mesure. C'est des choses qui sont effarantes.
Le problème, c'est qu'on on rend plus facile, mais on n'explique pas comment arriver, et c'est un des gros enjeux, arriver à interpréter les données. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop... Il y a 3 minutes et demie de plus. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Voilà. Si vous avez des questions, Lauriane va s'en occuper. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci Christophe, merci Laurent, merci Anna. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux descendre et vous passer le micro. Des questions ou des remarques. Vu la foule, vous pouvez vous exprimer librement. Non? Vous avez peut-être des choses à ajouter? Ça va. 3 minutes 30 de plus, donc on va peut-être s'arrêter là du coup. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir nous voir. Je peux laisser. Je m'attendais à des questions en fait. C'est pour ça qu'on nous-mêmes on a posé beaucoup de questions en vrai. On a apporté peu de réponses. J'ai la sensation sur ces présentations. C'est pour avoir nous des réponses. Ah, quand même. Merci. Alors, je suis pas du tout du domaine, mais je me pose la question, si jamais vous faites des mesures et de validation d'un outil, est-ce qu'il peut arriver en fait que les données, vous remarquez que les données de vérification sont fausses, mais 2 mois après? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ouais. Alors, ça arrive. Ça arrive. C'est là que les éléments de traçabilité métrologique commencent à arriver à... commencent à arriver avec force. En fait, on définit ce qu'on appelle une tranche douteuse. En fait, on a 2 périodes entre mesures. On voit quand il y a une dérive qui est faite. Par rapport aux mesures qui ont été faites sur le moyen, on suit sa dérive et on essaye de calculer le moment où la période la plus probable de dépassement de la dérive autorisée. Donc à partir de quand le processus il a complètement foiré. Appelons un chat un chat. Alors à ce moment-là, on commence à illustrer cette zone-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours une tranche de fabrication avant pour sécuriser. On essaye de sonder pour vérifier avec un moyen autre qui lui est garanti pour vérifier la conformité du produit à ce moment-là. Et on va essayer d'échantillonner tranche par tranche pour essayer de trouver le seuil critique. Et après, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Soit faire un rappel, soit faire des retouches, soit prévenir. Et de toute façon, prévenir le client. C'est vraiment une des choses qui est dans les 30 dernières années qui est apparue. C'est que maintenant, quand on a une défaillance qui est constatée en production, on prévient systématiquement le client. En fait, on commence à mettre des protections pour être sûr de border au maximum. C'est pour ça que les périodicités sont si cruciales. On a en tendance, comme tu l'avais dit, on veut que ce soit le plus long possible. Mais en réalité, il va falloir réintégrer le risque dedans pour pouvoir fragmenter. Parce que des fois, ça va pas bien. Industriellement, un processus parfait, réellement, c'est comme une mesure parfaite. Ça n'existe pas. C'est un fantasme, c'est une vue de l'esprit. Et c'est bien là où on a des problèmes. Donc, pour répondre et pour terminer, qu'est-ce qu'on fait? On regarde depuis quand on a dérivé et on va sonder pour détecter. Et à partir de là, on met les procédures de remédiation. Et généralement, ce que nous demandent les auditeurs, c'est qu'on revoie les périodicités de vérification et qu'on revoie via les AMDEC des produits, comment on va sécuriser pour que ça ne se produise plus. Les 3-4 derniers audits qu'on a eus sur Stellantis, c'était un des sujets principaux des auditeurs. C'est comment vous protégez votre client, comment vous êtes sûr
Et quand ça ne va pas, il nous demande systématiquement de prendre le dernier incident, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que, pas seulement pour que ça ne se reproduise plus, mais pour pouvoir le voir, le détecter. Les AMDEC, la norme des AMDEC a évolué pour justement renforcer cette approche-là. J'ai répondu à la question. J'ai pas noyé. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'une autre intervention? Oui. En fait, ça fonctionne, oui, oui. Bonjour. On travaille dans le nucléaire, on est responsable de services de maintenance dans le nucléaire, et en fait, on travaille avec des processus qui sont très vieux, en fait, sur les contrôles. Et comment vous pouvez faire évoluer, en fait, avec les nouveaux moyens de contrôle? En fait, on a moyen d'avoir un meilleur suivi. Et comment on pourrait faire, nous, pour optimiser? En fait, mais le problème, c'est que nous, légalement, tout ce qui fonctionne, on ne peut pas y toucher. Mais pourtant, les appareils de mesure, les systèmes de contrôle sont plus viables qu'à une époque. Par contre, on ne peut pas modifier tout ça. Est-ce que vous travaillez avec des sociétés, alors je vois EDF, hein, qui est notre client aussi à nous, mais avec des systèmes qui sont quand même très sensibles. Comment faire réévoluer en fait des systèmes de contrôle qu'on fait qui sont très chronophages et qui pour nous en tant que sous-traitants on va dire forcément nous coûtent et nous coûtent aussi aux clients parce que forcément dans les contrats ils sont là c'est d'un point de vue financier. Comment on peut est-ce que vous travaillez avec justement, alors je vois pas notre société dedans hein, mais on va dire il y a EDF mais forcément on n'est pas très loin. Est-ce que vous travaillez pour faire évoluer en fait tous ces systèmes où on va considérer que en fait les appareils que nous on est lié à l'ASN hein, tout simplement. Est-ce que c'est pas pour vous c'est impossible que ça bouge ou est-ce que vous travaillez un peu en se disant on pourrait faire évoluer de manière à gérer la traçabilité et avec les datas de mieux surveiller et pourtant le faire différemment? Est-ce que j'ai été clair? Merci beaucoup, Christophe. J'imagine que tu vas répondre. Ouais, je vais apporter un élément de réponse, mais je te laisserai peut-être aussi parler de ça en tant que professionnel et utilisateur, puisque moi je vois vraiment le côté de mes clients, et c'est vrai qu'on se rend compte, et on bosse un peu ensemble avec Oranolag, mais on se rend compte que remettre en fait en cause des normes ou des législations et autres, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on intervient dans l'ISO 10012, hein, qui devrait passer en norme de type A, donc certifiable, pour pouvoir justifier. En fait, malheureusement, j'ai la sensation, en tout cas à mon niveau, parce que je ne suis pas en contact direct avec les auditeurs, c'est que il faudrait d'autres normes pour justifier, et après forcément toute la donnée, et je vais revenir là-dessus parce que c'est toute la donnée, toute l'expérience que vous avez pu accumuler qui vont vous permettre de justifier de changer les méthodes. Mais on voit bien que la phrase on a toujours fait comme ça et ça marche, et voilà, le changement et la culture du changement est aussi compliqué dans l'industrie, peut-être encore plus avec les normes et les auditeurs. Et quand on a un système qui fonctionne d'un point de vue qualité et sécurité, c'est vrai que les lignes sont difficiles à bouger. Donc aussi bien dans le nucléaire ou pour bosser beaucoup avec la pharma, il y a des méthodes d'optimisation de périodicité aujourd'hui qui ne sont pas du tout acceptées. Donc c'est là-dessus aussi, sur cet aspect qu'on travaille. Je reviens sur l'ISO 10012, sur la datalogie, pour pouvoir justement tirer parti de ça. Donc après... Là, j'aurais pas forcément trop d'éléments de réponse en plus à vous apporter, d'où le fait que j'avais autant de questions, peut-être plus que vous en arrivant. Mais je vais laisser répondre Laurent à ça, savoir comment lui fait chez Stellantis. Alors, c'est un sujet qui est absolument crucial chez nous, clairement. Et pour ça, il y a deux personnes, je vais les citer quand même, Laurent Selski et François Domenfeld, qui nous ont donné une solution pour arriver à traiter ça. En fait, on appelle ça l'intercomparaison. En réalité, la question, elle est toute simple. Elle est vraiment toute simple. Et ça complète exactement ce que tu as dit, Christophe. C'est ça sur les données. C'est, si on veut changer un processus de mesure, on veut le remplacer par quoi? Il sert à mesurer quoi? Et il fonctionnera comment? Actuellement,
Là, en fait, cet après-midi, j'étais en train de travailler sur un remplacement de moyens de contrôle pour le rendre automatique. Actuellement, c'est du contrôle très humain, très manuel. Là, on reprend tous les éléments de contrôle et de besoins qui sont définis liés au produit lui-même. Et à ce moment-là, on doit démontrer que le résultat et la performance sont significativement, avec le nouveau moyen, comparables. Pas identiques, parce qu'on ne mesurera pas de la même manière, enfin pas forcément de la même manière. Mais par contre, si on arrive, et c'est ce qui doit être fait, à démontrer que ça rend le même service attendu et le même niveau de performance que l'installation d'avant, c'est un peu comme quand vous faites une opération de maintenance. Théoriquement, sur un moyen de contrôle ou sur un moyen de production, on va changer un moteur, on doit s'assurer, après avoir changé le moteur de la ligne de fabrication, que la fabrication reste conforme. Et ben là, c'est pareil. On va juste changer l'organe de contrôle, mais en fait, pendant un moment, on va le faire fonctionner en double. Et on va croiser les données. Et c'est là qu'on va avoir des notions de 1. Capacité, parce qu'il faut démontrer qu'on est capable de trouver des solutions. 2. Que les relever et qu'il n'y a pas de perturbation au niveau qualité en passant d'une technologie à l'autre. Et ça marche, et ça marche très bien. Le plus souvent, soit on le fait par du traitement numérique avec des valeurs, ça c'est facile. Quand on ne peut pas y accéder, il reste que le traitement par attribut. Et pour ça, il faut bien réfléchir à des pièces bonnes et des pièces pas bonnes. Et très souvent, utiliser des pièces réputées bonnes de référence, des pièces mauvaises de référence, des pièces bonnes, c'est pas un souci. On arrive toujours à trouver. Mais les pièces mauvaises, c'est compliqué, surtout quand elles finissent par disparaître. Et la clé, c'est l'intercomparaison. Et ça marche très bien. Et il y a des normes ISO qui sont liées à ça. Là, par contre, c'est toujours bien de se rapprocher de son service métrologie pour le faire, parce que le traitement mathématique, il n'est pas forcément très très simple. Et on finit par nous demander aussi comment on a fini pour calculer ça. Mais ça se trouve, ça se fait très bien. Et sur les parcs vieillissants, avec des changements de technologie, réellement, c'est la seule solution. On n'y arrive pas autrement. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à la question? En partie. Je peux vous repasser le micro. On va peut-être s'arrêter là et continuer les discussions de façon un peu plus informelle, peut-être. Comment vous faites, vous, chez Orano? Vous avez déjà des pistes, peut-être Il y a deux sujets. Il y a la modification d'un système de mesure. Ça, je l'entends bien. On le trace aussi parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est des systèmes vieux. Moi, c'est vraiment dans le système de contrôle. Là, je parlais vraiment dans le système de contrôle. Là, c'est plus peut-être à faire avec ce qu'on a l'habitude. Chez vous, le MC6, on le connaît. Et en fait, il y a une possibilité de faire directement des fiches d'étalonnage par ça. Sauf que nous, en fait, elles sont non recevables. En fait, dans le processus actuel dans lequel on travaille, c'est non recevable. Ce qui veut dire, là où on pourrait gagner du temps, parce que pour nous, c'est quand même en plus, l'étalonnage pour nous, il est même mieux fait, puisqu'il n'y a même plus l'humain c'est la machine qui va passer du 0 en contrôle de 0 à 100%. Sauf qu'en fait, c'est non recevable parce que ça ne fait pas partie des processus. Et en fait, est-ce que dans ces groupes. C'est pas dans la FIC? Exactement. Et en fait, on y travaille, voilà, on essaye. Même si c'est fait, en fait, c'est l'appui, savoir si c'est travaillé. En fait, dans votre groupement, vous, s'il y avait un appui en disant, en fait, ça fonctionne tout aussi bien, puisqu'en plus, on enlève l'humain, et en plus, on est capable derrière de gérer des gestions de données. Puisque nous, actuellement, c'est des remplissages manuels. Alors que là, c'est des remplissages automatiques. Donc voilà. C'était surtout là-dessus. Mais on a aussi ce problème de modification d'instrumentation qu'on doit travailler. Et là aussi, on doit travailler. C'est pas simple. Mais on aimerait aussi. J'espère qu'un jour, ça viendra.
Oui, enfin, juste pour compléter sur la vision du CFM, ces problématiques-là reviennent assez souvent. On travaille avec beaucoup d'experts, pas que Laurent Seski et François de Bonnefeld, mais il y a des vrais positionnements aussi à l'international et des gens qui travaillent aux rédactions des normes qui se posent ces questions-là. Et donc, il y a une vraie sensibilisation. On peut aussi porter votre voix s'il faut auprès des gens qui rédigent les normes. On peut peut-être s'arrêter là, du coup. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci d'être venus. Merci à nos intervenants.